Good. Donc c'est parti. Donc je vous demande un petit peu d'attention parce que c'était assez costaud ce qui. C'est bon là. C'était assez costaud ce que vous a présenté, ce que vous ont présenté Romain et Sylvain. Donc je me présente rapidement. Moi c'est Bruno Bouchawa, je suis architecte data chez Xebia. Bonjour à tous, Jonathan Norblin, je suis data engineer avec Xebia. Et donc là, on va parler de quelque chose qui est un peu plus classique. Ce qu'on a vu, c'est, on va dire, un peu le futur. Nous, ce qu'on va vous présenter, c'est une stack habituelle chez des clients, chez qui on a déployé ce genre de stack logiciel. Donc c'est un assembly. On voit clairement que la tendance, en fait, va être vers de la containerisation des applications. Donc ce que vous a montré Romain et Sylvain, en fait, c'est le futur avec des conteneurs Docker qui s'exécutent dans des environnements dédiés type des COS. Et on va voir que Yarn, en fait, Yarn aussi, le futur de Yarn, c'est d'exécuter des conteneurs Docker. Donc en fait, ces types d'environnements, vous allez les voir dans les prochaines années, en fait. Donc là, on va s'intéresser à deux outils principalement, Search, donc un outil de Search, Solar et HBase, deux outils qu'on a mis en place. Et on va vous montrer tout un cheminement d'un besoin classique qu'on a systématiquement sur la mise en place d'un cluster Hadoop. Une architecture type, donc on va rentrer vraiment dans tous les aspects, l'architecture, l'infrastructure. Donc on va vous montrer au travers de démonstrations plusieurs pipelines d'opérations pour aboutir à deux outils, Solar et HBase principalement, et à l'indexation de données pour du dashboarding client. Donc très rapidement le besoin. Donc le besoin, c'est un besoin tout à fait classique. Lorsque vous installez un cluster Hadoop, première chose que vous faites généralement, c'est que vous mettez en place du crunch de données, c'est-à-dire que vous mettez vos données à disposition des utilisateurs dans un format qui respecte les prérequis Hadoop. Donc je pense à du ORC sur des clusters Hortonworks, à du Parquet sur des clusters Cloudera. Donc c'est les premières choses qu'on fait. Donc on lit les données dans des formats hétérogènes et généralement des données volumineuses et on les transforme donc en fil de l'eau ou en mode batch. Donc historiquement, comme le disait Sylvain, c'est en mode batch et là la tendance c'est vers le streaming, donc au fil de l'eau. Les autres opérations qu'on fait, c'est qu'on enrichit ces données avec des fonctions métiers. Je pense à la géolocalisation IP par exemple, je dis n'importe quoi, mais plein de fonctionnalités métiers qu'on ajoute par-dessus ces données. Et au final, on les exploite avec des utilisateurs finaux, donc soit au travers des outils comme Hive, Impala, enfin différents outils pour requêter votre donnée, soit des dashboards, ce qu'on va vous présenter durant cette présentation. Très rapidement, en fait, on va faire des démonstrations successives, un peu comme Sylvain et Romain, également en mode expérimental, au travers donc d'un conteneur Docker qui contient la distribution Cloudera. Donc, dans la distribution Cloudera, vous avez HBase, tous les outils qu'on utilise, donc Solar, Lily Indexer, tout ça est dans la distrib, le conteneur Docker. Il y a la même chose sur les autres stacks logiciels type Hortonworks, vous pouvez trouver la même chose. L'idée c'est de reproduire un environnement. On aurait pu se déployer un environnement sur un cluster AWS, on a choisi de faire un conteneur Docker, c'est plus rapide. Et donc les données qu'on utilise, c'est des données de log du blog de Xebia. Donc on a pris la journée du 27 mars 2017 et on va travailler avec ces données. Alors l'architecture cible, rapidement. Donc systématiquement, lorsqu'on déploie des stacks Hadoop, on se retrouve avec ces différentes couches, donc de l'ingestion, du storage, du processing et de la restitution. Et en fait, ce qu'on fait, on chemine au travers de solutions pour desservir des use cases clients. Donc par exemple, si on fait du batch, donc on va utiliser des outils, on va stocker sur HDFS en mode file. Donc voilà, on chemine dans cette stack logicielle. Donc là, on a des outils qui sont à cheval entre les deux, entre l'ingestion et le storage. On pense à Kafka qui a été présenté tout à l'heure. On a des outils qui sont à cheval entre le storage et le processing. On va voir ça tout à l'heure, c'est Solar. Et un autre outil, le NoSQL. Donc là, vous avez une presse de Cassandra. Nous, on va s'intéresser principalement à HBase. Et enfin, vous avez donc le processing, soit du MPP, soit du micro-batch, ça c'est plus du streaming, ou du batch, donc toujours avec des outils comme Spark. Et au final, donc une restitution avec plein de moyens, soit des API métiers classiques, des API, de la data vise, des CLI. Enfin voilà, on a vraiment systématiquement un cheminement, un assemblage
de toutes ces solutions pour desservir un cas d'utilisation. Donc, on va s'intéresser à deux types d'architecture dans la présentation. Une architecture type code layer, donc là c'est pour tout ce qui est données froides. D'accord. Donc, si on reprend le schéma qui était au slide précédent, on va poser des solutions cette fois-ci sur ces layouts. Et donc on a généralement donc Flume qui processe des événements, les met sur HDFS, donc il les collecte. On peut avoir un ensemble de Flume qui collecte ces événements, les persiste sur HDFS, on les processe avec Spark. On les met à disposition au format Parquet ou dans HBase, donc dans la partie storage. Et enfin, on les indexe avec Solar pour les restituer dans des dashboards, donc côté You. Et vous avez toujours la possibilité, avec des outils comme Impala Hive ou d'autres sur les autres stacks Hadoop, de requêter votre donnée qui est au format Parquet. Donc, je parlais tout à l'heure de mettre à des formats spécifiques. Format ORC et Parquet, c'est dans la zone storage. Donc ça, c'est le cheminement code layer. Vous avez un autre cheminement, donc c'est la partie hot layer, c'est le traitement d'événements au fil de l'eau. Donc là, on a besoin de plus de réactivité, on ne va pas attendre que la donnée soit arrivée et de la consommer par exemple 30 minutes après. Là, on va la consommer tout de suite, par exemple pour appliquer un algorithme de machine learning directement, pour traiter à l'instant la donnée telle qu'elle arrive. Donc on reprend le même schéma, mais cette fois-ci, on a un cheminement via Kafka, du processing avec donc, du Spark Streaming, qui vous a été présenté également tout à l'heure. Et donc on store toujours donc, dans la même stack de storage qui est HBase pour la mettre à disposition donc, de différentes manières. Et nous, ce qu'on a choisi, c'est du Solar pour requêter avec You. On parle rapidement d'infrastructure. Un exemple d'infrastructure type pour mettre en place ce genre de solution. Donc, un réseau tooling qui contient un cluster Kafka. En fait, 3 machines Kafka suffisent à faire un cluster Kafka. On peut avoir vraiment des machines de très petite capacité, 4 Go de RAM, 4 CPU, 1 Tera de disque. Donc, ça, c'est amplement suffisant pour mettre un cluster Kafka et ça vous permet de traiter des millions d'événements par seconde, juste avec ce petit cluster de machines. La stack Hadoop, donc là, on peut se contenter de 8 nœuds. On peut même faire moins si on a des besoins en volume de données qui sont assez faibles. Donc, un exemple de configuration machine typique, on peut garder la même conf pour les différentes machines, 256 Go de RAM, 56 CPU et 7 Tera disque. Tout ça, bien sûr, ça peut être tuné, augmenté en fonction des besoins que vous avez. Donc ça, c'est un exemple d'infra qu'il faut mettre en place pour desservir ces deux types code layer et hot layer. Donc, en fil rouge de ces deux présentations, ces deux types d'injection de données et de traitement et de restitution, on a mis en place donc un pipeline d'opérations pour traiter les données et les mettre à disposition de l'utilisateur. Et là, je passe le relais à Jonathan. Merci. Donc là, on est plutôt sur la partie développement du cœur de notre solution, en fait, l'outil qui va récupérer toutes les données en entrée et qui va les persister vers les différents formats. Donc cet outil, il est basé sur Spark, deux raisons, l'efficacité et aussi le fait qu'on puisse travailler à la fois en mode batch et en mode temps réel avec Spark Streaming. En entrée de notre outil, on a différentes sources avec des origines et des formats différents. D'origine, donc on retrouve temps réel et batch. Des formats différents parce qu'on peut avoir des données au format CSV, données au format XML, JSON ou des logs, enfin des formats plus custom. Une difficulté qu'on a rencontrée, c'est que dans une même source de données, on peut avoir des données qui sont hétérogènes. Donc là, l'exemple qu'on va prendre avec les données de la démo, on est sur des logs Apache. Il y a deux types de logs Apache, des logs Access et des logs Error. Ces deux types de données n'ont pas du tout la même forme et pourtant elles sont à l'intérieur de la même source de données. Et donc notre outil va devoir être capable de gérer ça. Et finalement, on a à droite différentes persistances. Donc là, on retrouve Parquet si on veut de l'analyse plutôt à froid, le code layer, et du solaire derrière si on veut avoir de l'analyse plus temps réel. Je reviens maintenant sur les différentes étapes qui sont opérées par cet outil. Première étape, on va lire la donnée.
On a différents types de readers qui sont en dessous. Les 3 premiers pour la filière froide, donc text file qui représente la lecture simple de fichiers qui se trouvent sur HDFS. XML JSON, la même chose que les formats sont différents. Et les 2 readers en bas représentent les readers qui sont utilisés pour le temps réel. Notre reader, en fait, va découper les données entrantes en unités de données. Unité de données, c'est quoi? Pour un fichier, c'est une ligne. Pour Kafka, ça peut être un message. Pour le JSON, c'est un document JSON, etc. Ensuite, chacune de ces unités de données vont être parsées. C'est dans l'étape de parsing où on va extraire l'information utile de l'unité de données. Pour 90% des cas, le parseur Grok, donc c'est un formalisme qui décrit la donnée sous forme d'expression régulière. C'est ce parseur Grok qui va être utilisé, qui permet de représenter vraiment la majorité. Donc c'est celui qu'on va utiliser pour nos logs Apache. L'étape suivante, le matching, c'est dans cette étape qu'on va gérer le cas des données hétérogènes à l'intérieur d'une même source de données. Je peux t'interrompre rapidement. En fait, pour les besoins de la démo, on vous a mis dans le même fichier des erreurs et des access. Dans la vraie vie, c'est 2 fichiers différents. Mais c'est juste pour vous illustrer qu'il y a une étape de matching, enfin d'identification de la structure de données, de la ligne. Et donc c'est pour vous montrer cette étape qu'on a fusionné 2 structures différentes dans le même fichier, pour vous montrer que le pipeline gère ce type de cas. Voilà, donc ce qu'on a parsé, c'est dans cette étape qu'on va associer soit la structure access, soit la structure error Apache. L'étape suivante, c'est l'étape où on va enrichir la donnée. On va rajouter une nouvelle colonne, et ça, on est capable de le faire grâce au SQL. Autre avantage d'utiliser le SQL, c'est qu'on peut enrichir notre donnée avec des UDF, donc des User Defined Functions, qui peuvent être utilisés dans Hive et qui peuvent aussi être utilisés dans notre outil. Et finalement, la dernière étape, la persistance. Là, on a différents types de persistance. La persistance Parquet donc pour l'analyse à froid et la persistance HBase pour réplication dans Solaire pour l'analyse à chaud. Les petits icônes que vous voyez à côté là représentent le fait qu'en fait, notre outil est totalement 80% configurable de l'extérieur à travers des fichiers JSON ou d'autres fichiers. Ce qui fait que quand on a une nouvelle source de données qui arrive, on n'a pas besoin de développer à nouveau. On peut seulement modifier les fichiers de configuration et gérer une nouvelle source de données. Exactement. Juste pour information, en fait, ça permet d'avoir une grosse flexibilité, de ne pas refaire le développement. Si j'ai déjà traité un fichier de type texte, je ne vais pas avoir à le retraiter à nouveau, parce que le développement pour ce type de fichier sera déjà fait. Donc en fait, on a externalisé toute la configuration de l'outil au travers de fichiers JSON ou d'autres types que je te laisse présenter. Donc là, ce qu'on a fait juste avant la démo, en fait, c'est de lancer un premier parsing avec une persistance Parquet et des fichiers qui se trouvent sur HDFS. Donc on a notre arborescence sur HDFS. D'en haut, on a nos logs. Je ne sais pas si c'est bien visible. Hop. On a nos logs qui contiennent des logs d'access et des logs d'erreur. On a aussi nos fichiers de configuration, dont je parlais tout à l'heure. Rapidement, on a un fichier JSON qui va décrire les différentes structures associées à la source de données. Ici, on a par exemple notre structure access avec les différents champs qui la composent, ainsi que les types des champs. On a aussi les champs calculés avec des fonctions SQL qui vont être exécutées par Spark SQL et qui vont générer donc de nouveaux champs. On a notre dictionnaire d'expressions régulières Grok. Alors ça fait un peu mal aux yeux. En gros, on va définir un pattern, soit la donnée est de type access, soit la donnée est de type error. Rapidement. On a notre reader fichier. Ici, nos fichiers se trouvent sur HDFS dans ce dossier. Le séparateur, c'est le séparateur par défaut. Et finalement, notre persisteur Parquet, dans lequel on va renseigner toutes les structures à persister, ainsi que les différents champs que l'on souhaite persister. Potentiellement aussi des champs de partitionnement. Donc on a lancé le parsing, le résultat est dans Output sous forme de fichier Parquet.
Donc on a nos deux dossiers, les données access avec le partitionnement sur année, mois, jour, comme on l'a défini dans le persisteur Parquet, et les données error. Par-dessus ces dossiers, on a mappé des tables Impala, donc c'est vraiment classique. Et donc on est capable d'interroger via du SQL nos données Parquet. Donc là rapidement je peux vous montrer par exemple aussi les champs calculés à l'aide du DF. Par exemple le user agent, le pays d'où vient la requête, le navigateur, tout ça, ça a été calculé à l'aide du DF. À l'aide du DF. Et donc c'est les champs qui sont définis dans cette datastructure.json. Et rapidement une petite requête pour la route. Simplement calculer le top 10 des hosts qui ont été le plus requêtés sur cette journée du 27 mars. Et depuis You, on peut faire des trucs un peu plus jolis, des graphiques, quoique. Des graphiques pour représenter nos données. Donc ça, c'est vraiment le besoin classique qu'ont 90% des clients, c'est déjà enrichir leurs données et les interroger via des bases de données. Tout à fait. Donc là, on a une grande flexibilité au travers de la configuration externe de tous les composants, en fait, de toutes les couches de ce pipeline. Et on voit même qu'en Parquet, on peut gérer le partitionnement si ce serait du ORC. Donc là, par exemple, dans le pipeline, on n'en a pas eu besoin, mais il faudrait rajouter un persisteur ORC qui gère le type ORC. Et en fait, dans les structures de sortie, on peut avoir N structures de sortie. Donc là, on a vu qu'il y en avait 2 identifiées. Il pourrait y en avoir N. Et tout ça, c'est totalement transparent. En fait, c'est juste au travers de la configuration JSON qu'on le déclare et donc on gère également tout ce qui est champ qui n'est pas reconnu dans une structure non définie. Donc là, on a vu que la persistance Parquet, c'était pas mal. Ça permettait de faire quelque chose sur You. On peut faire du requêtage, on peut utiliser des outils de database dessus. Mais c'est assez limité parce qu'en fait, en filière froide, on va dire que ça reste du requêtage SQL et on l'a vu sur You, le dashboarding c'est assez limité en fait. On peut faire des pailles, des histogrammes, mais ça reste light. Donc là, si on souhaitait garder le même cheminement dans le traitement de nos données, en passant cette fois-ci sur une filière chaude, donc en ayant des données qui arrivent au fil de l'eau, on aurait plein de petits fichiers Parquet qui seraient produits sur HDFS et ce serait difficilement analysable aussi. C'est-à-dire qu'on pourrait faire du SQL dessus, mais il faudrait qu'on attende qu'il y ait un fichier qui existe. Enfin, voilà, c'est ingérable si on veut tout de suite consommer notre donnée. Donc, on vient naturellement à l'indexation, donc la recherche full text sur nos données. Et donc l'image, c'est parce qu'on parle d'indexation. Donc l'indexation, on peut la faire sans avoir un cluster dédié. C'est-à-dire que là, on est sur une stack Cloudera. Par défaut, sur Cloudera, vous avez du Solaire qui est disponible dans la stack. Donc on peut faire cohabiter du Solaire sur une stack Cloudera et sur une stack Hortonworks également, on a du Solaire disponible. Donc en fait, on n'a pas besoin de racheter tout un parc de machines. On peut se contenter de son parc de machines existants ou même du cloud existant qu'on a choisi. Donc rapidement, Solaire, on ne va pas avoir le temps de tout couvrir, mais c'est un outil hyper puissant et qu'on a tendance à ne pas utiliser parce qu'on utilise la plupart du temps Elasticsearch, qui est son principal concurrent. Donc on est actuellement en version 6.5.0 et dans la plupart des distributions Hadoop, vous avez une version beaucoup plus ancienne. Donc sur Cloudera, c'est une 4.5 et sur Horton, c'est une un peu plus élevée. Mais la 4.5 ou une un peu plus élevée permet de couvrir les fonctionnalités de base sur de la recherche full text. Donc c'est un outil qui est entreprise ready, scalable, fiable, qui gère les pannes, qui est distribué, répliqué. Vous avez la configuration centralisée, donc au travers de Zookeeper. Donc c'est un outil qui est hyper puissant, entreprise ready, et qui repose sur Lucene. Donc quand vous avez Elasticsearch qui repose sur Lucene, vous avez également Solaire qui repose sur Lucene. Donc le gap de fonctionnalité entre les deux outils est très réduit. Donc comment on le déploie sur un cluster Cloudera?
Très simplement, ça marche aussi sur un Norton. Vous avez HDFS, les composants que vous connaissez, Zookeeper pour la coordination. Et en fait, on déploie Solaire en distribué, donc par-dessus Lucene, excusez-moi, au travers d'un outil de ce qu'on appelle Solaire Cloud. Ça n'a rien à voir avec le cloud, c'est simplement l'aspect solaire distribué sur votre cluster. On vous fait une petite démo rapide. Rapidement, pour vous montrer comment créer un index solaire ou une collection. Il y a plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est déjà de générer un instance dir. En gros, c'est un dossier dans lequel on va trouver tous les fichiers de configuration d'une collection solaire. Dans cette instance dir, dans notre cas, il n'y a qu'un seul fichier qui nous intéresse, c'est le schéma.xml. C'est le fichier qui va décrire notre collection, donc les différents champs, ainsi que les types des champs qui sont utilisés. Je peux vous montrer un exemple de schéma.xml. Nous, on a choisi d'indexer que les données Access pour la démonstration. Je vais vous montrer un exemple de fichier schéma.xml. Donc, on décrit nos champs avec, je ne sais pas si vous voyez bien, avec les différents types, d'autres attributs si on veut que l'attribut soit indexé, soit stocké, etc. C'est vraiment configurable. Et finalement, les différents types qui sont utilisés par chacun de nos champs. Pour ceux qui connaissent Elasticsearch, c'est la même chose que le mapping en JSON que vous déclarez pour vos index en fait. Donc une fois qu'on a créé ce schéma.xml qui correspond à nos besoins, on va le copier dans ce fameux instance dir. Et l'étape suivante, ça va être d'uploader l'instance dir sur Zookeeper. Zookeeper, ici, il est garant de gérer les métadonnées associées à la collection solaire. Et c'est lui donc, qui gère le côté distribué de solaire. Et une fois que l'instance dir est uploadée sur Zookeeper, on va pouvoir créer la collection. Ici, on a renseigné le nombre de shards. Donc, pour les besoins de la démo, étant donné qu'on est en local, il n'y a qu'un seul shard. On peut aussi préciser ici le nombre de réplicas pour la collection. Donc, je vais lancer ce script. Il y a une interface admin dans Solaire qui est pas très user-friendly, mais qui fait le travail, on va dire, qui nous permet de visualiser donc, toutes les collections et qui permet aussi de faire du requêtage. Je vais vous montrer ça tout de suite une fois que la collection sera créée. On peut aussi visualiser la collection depuis You. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. On a un onglet Rechercher avec la liste de nos index. Donc là, on a l'index qu'on vient de créer avec les différents champs et les types correspondants. Et on a la même chose sur l'interface admin Solaire. Ici, sélectionnons la collection. Pour l'instant, aucun document dans notre collection puisqu'on vient de la créer. Donc, voilà. On passe à la suite. Donc là, notre objectif, c'est de passer à Solaire, donc d'indexer notre donnée, de la mettre dans Solaire. Donc là, on a préparé le terrain avec Jonathan, là, il a créé une collection. Maintenant, on va mettre nos données dans Solaire. Mais comment on fait? Donc, si on est dans notre code layer, toujours, donc on vous rappelle, on est toujours dans notre code layer pour l'instant. Notre objectif, on a des données qui sont sur HDFS, et notre objectif, c'est de les mettre dans Solaire. Mais il y a plein de possibilités. Il y en a des dizaines, on ne les a pas toutes listées. Mais donc, par exemple, on peut passer par Flume, utiliser un custom sync et le mettre direct dans Solaire. On peut utiliser un Morphline Sync, enfin, c'est un autre outil qui existe dans l'écosystème. Passer par HBase avec le Lily Indexer plus Morphline, bref, plein de possibilités d'assemblage de solutions pour arriver à indexer notre donnée. Ce qu'on a choisi, c'est de passer donc par Spark qui processe directement la donnée qui est sur HDFS, la met sur HBase, et HBase nous utilise il y a un outil qui existe qui s'appelle Lily Indexer qu'on va vous présenter juste après, qui permet d'automatiquement, tout ce que j'écris dans HBase va être indexé dans Solaire. Donc ça m'évite beaucoup du travail, j'ai juste à faire la réplication vers Solaire. C'est automatique. On passe à la filière chaude, donc cette fois-ci le traitement de données au fil de l'eau. D'accord ? Donc là, mon objectif c'est le même, c'est mettre la donnée dans Solaire, mais cette fois-ci en provenance de la filière chaude.
Donc mes données filière chaude arrivent. Là encore, plein de possibilités avec des circuits, on peut faire des tours. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à Solaire. Donc ce qu'on a choisi, c'est donc de passer par Kafka. Donc là, c'est simple, hein, on découpe la production de la consommation. Donc là, je peux produire à une vitesse et là, je peux consommer à une vitesse qui est différente. Et donc, j'utilise le Spark Streaming. Cette fois-ci, ce n'est pas le Spark Batch qu'on avait précédemment. Toujours la même cible, HBase, et le Lily Indexer donc en sortie. Donc au final, mes données sont dans Solaire. Donc là, on a vu que sur les deux filières, chaude et froide, on est capable d'amener notre donnée dans Solaire pour permettre de la recherche full text à l'utilisateur. L'objectif, c'est que l'utilisateur fasse de la recherche beaucoup plus intéressante que de la recherche avec du SQL pur. Donc, je vous ai parlé de HBase et de Lily Indexer, c'est deux composants qu'on utilise. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que Jonathan va démarrer en fait l'indexation, donc la persistance dans HBase qui indexe dans Solaire. D'accord, si vous suivez toujours. Et moi, je vais vous parler en attendant d'HBase. Donc, tout à l'heure, vous avez eu une présentation de Cassandra. Et bien, en fait, HBase en fait, est issu d'une publication encore Google qui a donné naissance donc à Cassandra et à HBase. Et donc, HBase, c'est aussi une base NoSQL, donc orientée colonne, distribuée, scalable, fiable, tolérante aux pannes. Et en fait, pour la positionner par rapport à Cassandra, c'est encore le théorème de Cap auquel on fait référence. Mais cette fois-ci, donc on est sur de la consistance et de la tolérance aux pannes. En fait, le théorème de Cap, vous avez que 2 des 3 propriétés du théorème de Cap qui peuvent être respectées pour une base de données NoSQL. Donc là, en l'occurrence, de la consistance et la tolérance aux pannes. Vous n'avez pas la disponibilité. Pourquoi? Parce que lorsque vous perdez une région, vos données ne sont pas disponibles tant que la région n'a pas été répliquée sur une autre région de serveur. Je vais vous parler de composants d'architecture juste après. Donc, pareil que pour Cassandra, pas de pénalité sur les colonnes vides, beaucoup de similitudes avec Cassandra, mais pas les mêmes cas d'utilisation en fait. Donc l'objectif principal, c'est de l'accès aléatoire à votre donnée. Vous avez un big dataset que vous avez stocké dans une base NoSQL, vous voulez accéder à une toute petite partie de cette donnée qui est dans votre gros dataset. Donc voilà, vous avez un ensemble de solutions aujourd'hui sur les stacks Hadoop. Vous avez l'HDFS vraiment tout en haut, là, qui est historique, le NoSQL et Kudu. Donc chez nous, on a aussi un expert Kudu qui couvre en fait le gap des différentes topologies d'utilisation d'accès à votre donnée. Donc tout ça, ça tourne sur du commodity hardware, donc vous n'avez pas besoin de la Rolls-Royce du serveur pour faire tourner vos solutions. Et donc c'est colocalisé avec votre cluster Solaire. Donc vous avez Solaire, HBase, Spark, tout ça sur la même stack. Rapidement, en fait, on ne pourra pas couvrir tout le scope d'HBase, parce que c'est vraiment, il faudrait 3 jours de formation assez intensive pour qu'on puisse parler de tous ces aspects, mais c'est vraiment un outil très intéressant. L'idée, en fait, on size un cluster HBase en fonction de la topologie d'accès, donc le support de milliers d'opérations par seconde. Par exemple, je veux être capable d'encaisser 5000 opérations par seconde. En gros, je vais sizer mon cluster. Donc les opérations, c'est soit de la lecture, soit de l'écriture. Donc on peut faire en sorte de designer ces tables HBase en fonction des topologies, donc d'écriture ou de lecture. D'accord? Donc desservir un use case, donc des lectures intensives, des écritures intensives, ou un mix des deux par exemple. Donc tout ça, ça a un impact sur le design de votre table HBase. Donc pourquoi on utilise HBase? Je vous donne quelques exemples là rapidement. Pour retrouver, donc je vous en ai déjà parlé, une toute petite partie de votre dataset rapidement, donc inférieur à la milliseconde, pour faire des vues 360 par exemple, pour voir toutes les interactions d'un client avec son système d'information, eh ben, on peut utiliser HBase pour ça. Et nous, c'est pour ça qu'on l'utilise, c'est un relais pour l'indexation. C'est-à-dire qu'on écrit d'abord dans HBase nos données transformées avant qu'elles atterrissent dans Solaire. Rapidement, parce que ça fait beaucoup d'informations pour ce soir, l'architecture d'HBase, je vais être très rapide. En fait, un client s'adresse à Zookeeper, donc il y a une adhérence forte à Zookeeper pour HBase.
pour écrire sa donnée donc dans ce qu'on appelle des region servers. Donc les region servers sont colocalisés avec les data nodes HDFS. Et en fait, le chemin d'écriture de votre donnée, HBase sécurise l'écriture donc dans un write-ahead log. Donc ça, c'est sur HDFS dans un séquence file. C'est ce qui sécurise l'écriture. Et ensuite, il le met dans un même store. Et le même store est flushé périodiquement dès qu'il est plein dans ce qu'on appelle un hash file. Et donc ça sécurise tout votre dataset qui est dans une base NoSQL, donc HBase. Donc voilà. Donc vous pouvez perdre un region server, il n'y a pas d'impact sur vos données à condition d'avoir le nombre de region servers, au moins 3 region servers par exemple. Dernier outil qui est un peu moins connu, le Lily Indexer. Donc c'est lui qui fait le relais entre HBase et Solr. D'accord ? C'est automatique, on a juste à le configurer. Ça repose sur un mécanisme d'HBase. En fait, HBase supporte la réplication entre 2 data centers. Je peux avoir un data center avec un cluster HBase d'un côté, un autre data center avec un autre HBase, et la réplication entre ces 2 data centers au travers d'un mécanisme de réplication en interne d'HBase. Et bien en fait, le Lily Indexer utilise ce mécanisme de réplication. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que je vais écrire dans HBase, automatiquement, mon Lily Indexer ma collection Solr va être vue comme un cluster slave d'HBase. D'accord ? J'ai oublié de vous parler très rapidement en fait. Donc je vous en ai parlé, mais on peut optimiser le schéma d'HBase pour des topologies d'écriture, de lecture, lecture. Et en fait, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on pré-split les tables pour permettre l'écriture en masse. Et c'est ce qu'on a fait pour le cas présent. Donc pendant que Bruno vous expliquait le fonctionnement d'HBase, j'ai donc lancé le parsing, plusieurs étapes en prérequis, déjà initialiser HBase. Donc on va créer un namespace et une table Access qui va accueillir nos données Apache Access. Ici, très important, il faut renseigner le replication scope à 1 pour justement, comme disait Bruno, utiliser ce mécanisme de réplication pour envoyer la donnée vers Solr. Pareil, on pré-split la table, donc on a 6 régions et on utilise un algo de split classique. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne dans l'interface web HBase. Hop, je réfléchis. On a notre table qui est ici et notre table qui a été requêtée puisqu'on a envoyé des données dedans avec le parsing. La deuxième étape, c'est de configurer le Lily Indexer. Ici, hop, on a un fichier XML qui fait le lien en fait entre la table HBase et l'index Solr. Je vais vous montrer. Donc là, c'est juste pour que ce soit automatique en fait entre une colonne family côté HBase et un élément du schéma XML qui a été présenté tout à l'heure. Donc là, la configuration de notre indexeur, on retrouve le nom de notre table HBase, les champs dans la collection Solr et les qualifiers, le colonne family et le qualifier associé. Donc là, le mapping est fait de cette manière. Donc on a créé cet indexeur et on a lancé notre parsing. Le résultat, dans l'interface admin de Solr, c'est que on a indexé donc, les 190 000 documents qui correspondent en fait à la période de temps entre minuit et 18 h pour la journée du 27, et on fera la suite en temps réel. On a possibilité dans cette interface, comme je vous disais, de faire des requêtes, mais on peut aussi utiliser You pour avoir un seul outil unique en fait, comme on requête Impala dans You, on peut utiliser You. Pour cela, on peut aussi designer des dashboards qui permettent de requêter plus facilement la donnée. Donc là, on vous a préparé un dashboard qui est en fait un document JSON qui représente qui décrit le layout et les différents panels qu'on ajoute pour requêter facilement notre donnée. Et dans l'interface You, on peut faire nos requêtes. Donc par exemple, si je filtre toutes les requêtes qui ont été envoyées sur le site blog.xebia.fr,
On a les graphiques qui sont automatiquement mis à jour, donc toutes les courbes, et de la coloration pour retrouver toutes les lignes correspondantes. Voilà, donc ça, l'insertion dans Solaire, ça a été fait grâce à l'IDE indexer. Exactement. Et donc là, vous avez un autre langage à apprendre, en fait, c'est que il faut interagir avec Solaire. Donc il y a toute des commandes line. Donc là, Jonathan vous en a montré quelques-unes. Il y en a quelques autres aussi qu'on peut montrer directement. En fait, on pourrait footer en HTTP directement vers Solaire pour avoir sa réponse en JSON ou en XML. D'accord ? Et là, on va vous montrer encore 2-3 requêtes rapides avant de passer à la partie dashboard. Donc là, on a une requête simple. En fait, on va requêter sur un site en particulier et toutes les requêtes qui sont en provenance d'un pays, la France. On peut filtrer de la même manière qu'on fait en SQL dans nos clauses select. On peut sélectionner que certains champs qui nous intéressent. Et instantanément, donc on a nos résultats ici, 604 documents retournés. Exact. Et plus, donc ce que vous disiez Bruno, c'est le lien pour faire des requêtes via HTTP directement. Exactement. Et donc là, on a un résultat sous forme JSON. On a vraiment une recherche full text hyper intelligente. On peut rechercher certains mots qui, en se trompant sur certaines lettres. On peut rechercher par rapport à un langage d'un pays. Enfin, vraiment, c'est hyper puissant. On ne pourra pas rentrer dans tout le détail de Solaire. Mais on est au-delà du SQL. C'est-à-dire que tous nos champs sont indexés. Donc, c'est vraiment une recherche hyper puissante et hyper rapide. On passe à la suite. Donc là, on est dans la dernière partie. Cette fois-ci, le dashboarding. Donc, Jonathan vous en a présenté une partie. En fait, You propose une interface pour designer un dashboard, ce qui évite de développer une application web dédiée pour faire du dashboarding sur notre collection Solaire. D'accord ? Donc, on peut designer un dashboard directement sur You. C'est hyper simple et on peut gérer donc, des time series data. Donc là, en l'occurrence, nous, on a des données time series parce que nos données d'access arrivent au fil de l'eau. Et on peut faire plein de dashboards différents, donc avec en haut la recherche, comme vous l'a montré aussi Jonathan, et la complétion en fait du lexique Solaire qu'il faut apprendre au début, qui est un peu nouveau, on va dire, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et je vais rajouter autre chose aussi, la requête tout à l'heure que j'ai faite en SQL qui retournait le top 10 des sites qui étaient les plus requêtés. Là, on peut le faire plus simplement en fait en définissant une facette et automatiquement ces valeurs sont calculées et sont mises à jour si on a de la donnée qui arrive en temps réel. Donc c'est d'ailleurs ce que je vais faire tout de suite. Voilà, donc là on a atteint la dernière étape, on est dans cette fois-ci le hot layer. On va mettre à jour dynamiquement notre dashboard à partir de données qui arrivent au fil de l'eau. Donc là, on n'a pas de données qui arrivent au fil de l'eau, on va les simuler. Il y a une partie des données qui ont déjà été indexées, vous l'avez vu là, c'est la moitié de la journée. L'autre partie, on va la streamer en fait au travers de Netcat et Spark Streaming va la processer, l'écrire dans HBase et ça va être automatiquement indexé dans Solaire. Donc ici, j'ai lancé le job Spark qui va récupérer la donnée en Netcat et qui va la persister dans HBase. De l'autre côté, je vais lancer le programme Python qui envoie de la donnée sur le port de Netcat que Spark écoute. On attend qu'il se connecte. Juste en patientant, tout à l'heure on a fait la persistance dans HBase et donc tout comme la persistance en Parquet, on a défini ça on a défini la configuration dans un fichier JSON. Je vais vous montrer tout de suite. Persister HBase. Ici pour chacune des structures, on va renseigner la table et les différents champs qu'on veut persister, avec en plus un mapping entre le nom du champ tel qu'il existe dans la structure et la colonne family et le qualifier. Donc là maintenant ça devrait être lancé. Voilà le script Python s'est connecté. Notre job Spark traite les données qui arrivent par Netcat et les envoie dans HBase et les données sont répliquées dans Solaire. Je vais dézoomer un peu. Donc là, on avait nos données qui étaient parsées de minuit à 18h, ce qu'on a fait tout à l'heure en mode batch. Maintenant, on va envoyer la suite des données de 18h jusqu'à minuit. On peut zoomer, pas zoomer.
c'est pas grave. On a une option qui nous permet de rafraîchir le graphique toutes les n secondes. Donc ici, nos micro-batchs dans Spark sont de 5 secondes, donc on va choisir de rafraîchir nos données toutes les 10 secondes. Et ici, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais les données ont commencé à arriver, donc sont indexées dans Solaire via l'ILI indexeur. Tout à l'heure, on avait 190 000 résultats, et voilà, ça augmente au fur et à mesure. Hop, je vais peut-être pouvoir zoomer. Nickel. Donc au fur et à mesure, on va voir les données arriver et s'indexer dans Solaire. On va attendre un rafraîchissement. Voilà. Et on peut continuer à faire des requêtes sur notre index Solaire. Et tous les graphiques sont automatiquement mis à jour. C'est ça qui est bien aussi, c'est que ça permet d'avoir du monitoring, par exemple, si on veut du monitoring des requêtes qui sont envoyées pour détecter des attaques, etc. Voilà des autres graphiques assez sympas ici, voir les requêtes en fonction des pays. Vraiment, c'est assez complet. Alors après, pour des choses un peu plus custom, la seule chose à faire, c'est de développer une application web à part. Mais je trouve que You ont assez bien avancé là-dessus. Et donc là, on a atteint la dernière étape de notre présentation, donc qui est de vous montrer l'indexation de données au travers d'une filière chaude et d'une filière froide. Donc tout ça au travers des outils Solaire et HBase. Donc comme vous le voyez, vous avez une mise à jour automatique du dashboard. Et donc ça, l'utilisateur final peut en bénéficier directement. Donc s'il y a une application, par exemple, d'un algorithme de machine learning, il peut voir le résultat dans sa collection Solaire, par exemple. Donc vous avez énormément de cas d'utilisation possibles. Juste pour vous dire que on a atteint la fin de la présentation et que là, on vous montre en fait un pipeline d'opération complet, configurable de l'extérieur, modifiable, flexible. Et donc c'est ce qui est généralement, c'est ce qu'on développe chez Xebia, chez nos clients, pour leur permettre de mieux gérer leurs données et de la mettre à disposition de l'utilisateur final sous différentes formes. Donc on vous remercie de votre attention.